Vers 3h30, je crois, il n'y a pas de pendule dans la chambre. J'ai été réveillée, sa respiration était bruyante, et j'avais l'impression qu'il étouffait. Je voulais appeler un médecin. Puis il m'a dit qu'il voulait prendre un bain chaud. Je sais pas combien de temps j'ai pu dormir. J'ai couru à la salle de bain. Sa tête était pas dans l'eau. Il semblait dormir. Un peu de sang se trouvait sous les narines. J'ai secoué mon ami. J'ai cru pouvoir le réveiller. J'ai pas pu. Pour moi, déjà, le groupe était un des meilleurs groupes que j'ai jamais connu. Combinaison de time and place parfait, c'est-à-dire lieu et époque parfait pour créer quelque chose de nouveau. Tous les éléments étaient là, une guitariste formidable, un batteur qui faisait les percussions, aimait beaucoup le style indien avec le blues et tout ça, il était parfait. Et Ray Manzarek qui avait basé sur le classique, enfin il était complètement habile. Et Jim Morrison qui chantait avec une voix très spéciale, voix un peu pop à la Sinatra, mais moderne. L'association du Manzarek-Morrison, ce son d'orgue avec les basses jouées à l'orgue, ce son qu'il a apporté, ça a vraiment collé complètement avec le message de Jim. Il y avait une originalité, quelque chose de très rock avec une couleur un peu jazzy de temps en temps, plus le message de Jim, qui était le message justement qui fait que le groupe est maintenant immaculé. Ce message deal avec les relations entre les adolescents et leurs parents. Son projet, c'est de mener les adolescents au-delà des repères familiers de l'Odyssée juvénile. C'est sa phrase exacte. Et il dit « Je veux mener les adolescents jusqu'au domaine symbolique de l'inconscient, jusqu'à des univers fantastiques ». Donc, au départ, vous voyez, c'est pas un projet de chanteur rock, c'est un projet en fait de poète que personne n'a retenu d'ailleurs dans l'histoire. Dans un interview qu'il a fait en 1967, au début de 67 dans la presse, il considère l'histoire du rock de la même manière que l'origine du théâtre grec. C'est-à-dire qu'il dit le théâtre grec, c'était des paysans qui battaient du blé sur l'aire de battage, et ils chantaient, en l'honneur notamment de Dionysos, et tout d'un coup, il y en a un qui s'est mis à l'écart et qui a chanté. Et moi, en tant que chanteur rock des années 1960, je me considère un peu comme un comédien de l'art antique grec, et je suis le lien entre les spectateurs et le sacré. C'est quelqu'un qui a vraiment brûlé 5 ans de sa vie avec les Doors, mais qui a préparé sa future long terme en allant à l'université de Los Angeles, UCLA, en étudiant le cinéma, pour reprendre ça après l'expérience des Doors. Les Doors étaient un départ de sa jeunesse pour se lancer et se défoncer avec ça. Et une fois qu'on s'est purgé de tout ça, que maintenant, bon,
revenons aux choses intello, où il pouvait s'exprimer d'une manière sérieuse. Les chansons, elles renvoient en fait à la littérature et aux différentes littératures européennes et américaines. Et on ne renvoie pas du tout à des expériences. Et Morrison n'était pas du tout intéressé pour renvoyer des jeunes à l'histoire de drogue. Lui, ça ne l'intéressait pas. Par contre, c'est vrai que l'ivresse, le vin, qui permet la sociabilité, et en ce sens-là, Morrison, il est européen. Et il n'est pas américain. Et il n'est pas rock au sens il faut se droguer. Non, lui, ça ne l'intéresse pas. Surtout les drogues dures, ça ne l'intéresse pas du tout. Il trouve ça assez misérable même. Donc c'est quand même intéressant. Il est à contre-courant, en fait, déjà à l'époque. Jim Morrison, peu à peu, sombre dans l'alcoolisme et puis surtout décide de faire une rupture dans sa vie, c'est de devenir un poète à part entière, d'abandonner complètement la scène où il était vraiment un maître, un danseur, un proférateur, une espèce de chaman, et où on retrouvait justement son personnage de Dionysos. D'ailleurs, dans les derniers concerts, c'était surtout des poèmes mis en musique. Le Doors, c'était une étape dans sa vie qu'il a fait, dont il était fier, mais qui était terminée. Et puis il a décidé de venir à Paris, et c'est le fait de venir, de s'installer à Paris, qui a fait que ça a déclenché sa décision définitive de n'être plus qu'un poète. Il essaie, en partant, en prenant l'avion pour Paris, il savait que sa carrière était enterrée, qu'il ne serait plus le chanteur des Doors, qu'il ne chanterait plus en fait, mais qu'il ferait son chant à lui, son chant de poète. Les Doors étaient un sujet tabou pour lui. Il voulait absolument pas en parler. Moi, je pense que pour lui, les Doors, c'était fini, qu'il avait envie de passer à autre chose. Et s'il était venu à Paris, c'était pour, d'une part, je pense, fuir le procès de Miami parce qu'il risquait quand même gros et il n'y avait pas d'accord d'extradition pour ce sujet entre la France et les États-Unis. Et puis aussi, il aimait beaucoup la France par rapport au cinéma, la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, etc. Et également la poésie française, Baudelaire. Jim Morrison arrive à Paris début mars. Il a quitté les États-Unis dans un contexte un peu particulier. Il est très usé moralement, il est fatigué. Ses relations avec les Doors sont dégradées. Ils ont terminé le dernier album et le contrat qui les liait avec Elektra. Arrivé à Paris, il rejoint Pamela qui était là depuis quelques jours avant. Donc Morrison arrive vraiment à Paris dans un désir de changement. Il veut se ressourcer. Il veut faire oublier la rockstar et oublier lui-même qu'il est une rockstar. Pour lui, Paris est un retour aux sources. Paris représente la ville de tout son monde littéraire, tous les auteurs qui ont nourri son talent et son inspiration. Et alors Morrison, justement, il vient à Paris parce que l'architecture l'intéresse et parce qu'il y a tout un tas d'Américains, d'ancêtres américains ou de poètes français comme Baudelaire qui ont habité. D'ailleurs, comme par hasard, il habite rue Beautrilly où habitait Charles Baudelaire. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Morrison était venu à Paris pour écrire. Il ne savait pas exactement quoi, bien sûr de la poésie, peut-être un scénario, peut-être un roman, mais son but principal était d'écrire. On sait qu'il existe des carnets qui démontrent un petit peu l'ambivalence de Morrison à Paris, c'est-à-dire un côté joyeux, un côté inspiré et un côté très noir. Il écrivait « Le futur est incertain, la fin est toujours proche ». On avait l'impression que cette phrase était prémonitoire dans les quelques mois à Paris. Certains poèmes annoncent pratiquement son décès, comme si c'était son destin et qu'il le savait.
La poésie de Jim Morrison renvoie à toute autre chose qu'à l'histoire du rock. En fait, c'est une histoire qui renvoie à sa culture la plus littéraire et la plus classique qui soit. Ce qui est emblématique de cette littérature-là, c'est le goût de la métamorphose. Or, chez Morrison, on va trouver des thèmes comme le papillon, donc c'est une figure par excellence de l'instabilité. On va trouver le thème de l'arc-en-ciel, par exemple, dans une chanson qui s'appelle Love's Hide. Ce qui est intéressant aussi dans Morrison, c'est que comme dans la poésie baroque, la mort est théâtralisée. Alors on le trouve par exemple dans The End, on le trouve dans End of the Night, c'est-à-dire le voyage au bout de la nuit, dans When the Music's Over, dans Riders on the Storm. On a une mise en scène en fait. Jim Morrison rejoint Pamela à l'hôtel Georges V, qui s'est chargé de leur trouver un appartement dans Paris. Elle a pu obtenir l'appartement d'une actrice française de second rôle qui s'appelait Zozo à l'époque, un 3 pièces rue Beautreilly, qui se trouve au 3e étage. Un appartement ancien, plutôt cossu, en plein Paris, dans un quartier calme, retiré, près de tous les quartiers touristiques et de tous les quartier représentant les figures littéraires de Morrison. Zozo m'a présenté Pamela, et un jour, Pamela, quand Jim est arrivé à Paris, elle me l'a présenté par hasard dans la rue, on s'est croisés, et voilà, je te présente Jim. Et moi, je n'avais aucune idée qui était Jim Morrison. Après, j'ai réalisé l'étendue de mon ignorance. Mais quand je l'ai rencontré, en fait, il était presque invisible. Il était très simple, très calme, tranquille, recueilli presque. Il était venu à Paris vraiment pour débrancher totalement de toute la tourmente qu'il avait vécue. Comme j'étais pas du tout un fan à l'époque, on a eu des contacts très faciles et directs. Si on me l'avait présenté et que je lui ai embrassé les pieds et que vraiment, ça aurait été différent sûrement, mais bon, on a eu des relations normales, entre guillemets. En fait, je sortais d'un très grave accident de moto, je sortais d'un coma un mois auparavant, donc j'étais en train de récupérer petit à petit, et j'ai rencontré Jim dans ce contexte-là. Donc j'étais assez fragilisé par cette histoire-là, très sensible. Ça a été encore peut-être, pour cette raison-là, des relations assez... lui qui était toujours en train de dealer entre la vie et la mort, il était aussi, lui, d'une exacerbée d'extra-sensibilité. Donc on s'est vu quelques fois, on allait se balader aux places des Vosges. Je me souviens d'une scène, il y avait des enfants au parc, place des Vosges, où il aimait bien chatouiller, jouer avec les enfants, comme ça avoir une espèce de contact. Comme il ne parlait pas français, juste c'était par regard, par geste. C'était vraiment une étoile filante dans ma vie, et le peu de fois où on s'est vus, c'était en même temps intense, parce que lui était quelqu'un que je n'avais pas remarqué au début, mais qui trimballait en lui une vraie histoire, une vraie souffrance, une déchirure et une grande douleur, et ça se sentait vraiment dans sa façon d'être. Et puis on se baladait sans rien dire souvent, et puis quelquefois on rigolait sur un truc. C'était une très bonne rencontre. Je me souviens, c'est cet état de calme, de recueillement et d'intérieur. On avait l'impression qu'il était venu ici dans l'esprit vraiment de se reconstruire ou de se retrouver d'une certaine manière. Et c'est vraiment ce que ça dégageait. Jim Morrison cherche tous les lieux qu'il a connus à travers les romans des classiques français.
et les romans de ses auteurs préférés. Il va retrouver Anaïs Nin et Henri Miller à Pigalle, Boris Vian, André Breton, les surréalistes dans le quartier Saint-Germain. Pour lui, c'est vraiment une source d'inspiration, un retour aux sources. Ce dont il rêvait, en fait, c'était vivre avec ses héros littéraires. On est assis en train de regarder la scène comme Jim Morrison il y a 35 ans, devant le quai d'Anjou et le fameux hôtel de Lausanne, construit en 1657, où dans le 19e siècle réunissait tous les grands littéraires et hommes musicaux, compositeurs, etc., comme Richard Wagner, et des écrivains et poètes comme Baudelaire, Rimbaud. Baudelaire qui habitait 3e étage et idole poétique pour Jim Morrison depuis l'âge de 12 ans, quand il se mettait à lire le romantisme français, qu'il a inspiré dans sa poésie pour le reste de sa vie d'ailleurs. C'est quelqu'un qui m'a offert un gros bouquin, gros comme ça, avec marqué Jim Morrison, poésie. Une chose que je ne connaissais pas. Je connaissais Jim Morrison, le groupe, les Doors et tout ça. Et j'ai commencé à le feuilleter comme ça vaguement, ce bouquin. Et puis, tout simplement, j'ai commencé au bout d'un moment à lire les textes et je me suis aperçu que, malgré ce que moi j'avais comme espèce de passé par rapport à lui, qui était une chose, Morrison, le mythe désespéré et tout ça, qui était une chose extrêmement vivante, qui donnait beaucoup d'espoir et qui racontait que la vie, il suffit de la regarder un petit peu sous un autre angle pour que les choses puissent évoluer, quoi. Et au fur et à mesure où je me suis confronté à cette écriture-là, je me rendais compte que ce que racontait Morrison dans ses poèmes, c'était que tout simplement, il fallait se mettre un petit peu à un endroit décalé vis-à-vis du réel et qu'au final, le monde pouvait nous appartenir à partir du moment où, comme il disait, c'est dans le nom du groupe, hein, on enlevait les œillères et puis on regardait devant d'une façon un peu différente, quoi. Comme il est étudiant en art et étudiant en cinéma en particulier, forcément se pose à lui le problème de qu'est-ce que c'est que la vision et qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et à partir de là, si vous voulez, il développe l'idée que le cinéma et la télévision en particulier sont des moyens, des médias qui ont fait perdre le sens de la perception aux spectateurs qu'il appelle les nouvelles créatures, c'est-à-dire des gens en fait qui restent inertes et passifs. Il dit le monde est divisé en deux, il y a d'un côté les acteurs, c'est-à-dire ceux qui créent, et puis il y a ceux qui regardent. Il est absolument obsédé par la vacuité, le vide des images. Et donc ça ne devrait pas tellement nous étonner parce que c'est ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Quand on regarde comme ça la poésie de Morrison et la chanson qui s'appelle The Soft Parade, on n'a pas l'impression que ça ait grand sens, mais ça a du sens, puisqu'on trouve des animaux emblématiques, notamment Dionysos, comme le léopard, enfin léopard, guépard, comme le serpent. Alors le serpent, c'est pareil, c'est une figure mythologique ambiguë qui est importante pour Morrison dans la mesure où il fait le lien avec non seulement l'Antiquité grecque, mais l'Antiquité égyptienne. Donc ce serpent, c'est si vous voulez, l'archétype du monde de l'engloutissement, mais c'est aussi la renaissance. Et chez Morrison, le but, c'est de renaître à la vie par la redécouverte de la nature et des anciens. Il est obsédé par le thème de l'aube de l'humanité, des vieilles civilisations qu'il faudrait retrouver pour retrouver de l'harmonie dans le monde. Donc vous voyez, il y a non seulement un projet poétique dans son œuvre, mais il y a aussi le fait de réintroduire du sens dans le monde. Et c'est pour ça qu'il appelle les jeunes à étudier les anciens.
parce qu'il y a une sagesse antique, parce qu'il y a des connaissances. Et donc, c'est drôle, cet adolescent qui exprime la révolte de la jeunesse, qui appelle à revenir en arrière, à écouter les anciens. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, Morrison, ces textes, moi, perso, je les ai jamais entendus à Paris. Et puis je me suis un peu renseigné, on m'a dit, bah ouais, effectivement, la poésie de Morrison n'a jamais été racontée, transmise à un public. Je me suis dit, c'est une chose où on est touché, où on n'est pas touché, c'est pas un texte de théâtre où il y a une distribution de rôles, tout ça. Donc je me suis dit tout simplement, je vais prendre les gens très proches de moi, que j'aime, et puis on va se foutre au bord d'une table, et puis on va se lire les poèmes de Morrison. Le choix des textes est venu d'une chose extrêmement personnelle, c'est-à-dire que chacun avait des désirs, et puis on est arrivé à rassembler une quinzaine de textes qui nous paraissaient pour nous le plus vital à dire, quoi. La proposition que moi j'avais fait à l'équipe artistique, c'était reprenons un petit peu ce que raconte Morrison, où il nous raconte qu'il faut un petit peu casser les barrières, se révolter. Et par rapport à ça, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a travaillé pendant une semaine dans le noir, dans cette salle précisément. Les acteurs, je leur avais demandé d'apprendre beaucoup de textes de Morrison, et ils disaient les mots très longtemps, pendant 2-3 heures comme ça, à haute voix, en boucle. Donc on commençait à rentrer dans une espèce de délire, une espèce de transe de mots, traversée par les mots de Morrison. Et après je disais, maintenant silence, voyez comment votre corps, il va se promener là, comment vous allez vous regarder, tout ça. Donc il y avait transformation chez l'acteur par rapport à des mots. C'est-à-dire les acteurs se regardaient, mais ne se regardaient absolument plus de la même façon. C'était comme s'ils s'étaient fait un gros shoot d'une certaine façon de mots, quoi. Quand j'ai abordé cette poésie, non seulement en tant que comédien, la première chose qui m'a étonné, c'était pas tellement en fait Morrison et le groupe des Doors, même si je trouvais que sa voix était assez sublime et que la musique était très novatrice dans la sphère du rock, mais c'est de voir comment ce chanteur est devenu un véritable poète. Il l'était au départ. On en a des témoignages, ses propres témoignages, lorsqu'il se trouvait à l'université, dans les facs en Californie. Il a pris connaissance de tas de poètes et de philosophes, notamment Nietzsche, Aldous Huxley, les portes de la perception. Et d'ailleurs, c'est en lisant les portes de la perception qu'il a donné le nom de son groupe, les Doors. Manifestement, Morrison a beaucoup lu. Il a beaucoup lu des choses très précises. Dans son deuxième album qui s'appelle Strange Days, c'est-à-dire Les Jours étranges, c'est en fait le thème de l'étrangeté, c'est un thème typique grec ancien, c'est-à-dire de Dionysos, celui qu'on va appeler aussi Bacchus chez les Romains. Donc c'est le dieu de l'étrangeté, le dieu de l'ivresse, le dieu du vin. Et quand on boit du vin, on n'est plus totalement soi-même. On est étranger à soi-même. La preuve, c'est quand on est ivre, on se contrôle absolument plus. Donc si vous voulez, le but, c'est d'arriver à l'ivresse mystique. Et alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que dans le théâtre dionysaque qui a été introduit par Pisistrate au VIe siècle avant Jésus-Christ, on trouve l'idée suivante, ce qu'il faut être ivre pour chanter les louanges de Dionysos. Morrison, de cette manière-là, nous indique quel est son projet poétique. Il nous donne des clés pour ouvrir les portes, d'où le titre The Doors, les portes. C'est bien sûr les portes de la perception, mais pas uniquement, c'est surtout les portes de la connaissance. Vers minuit, 1h du matin, j'étais là avec mon groupe en train de boire un coup après avoir joué au bilboquet. Il y avait un homme solitaire barbu dans le coin, derrière une bouteille de bière,
qui nous regardait avec un air curieux. Il paraissait très seul. Et finalement, après 5-10 minutes, il est venu se présenter, sans dire qui il était. Et nous, on ne savait rien, parce que la dernière fois que j'ai vu une photo de lui, il n'avait pas la barbe. On a commencé à parler, bavarder, etc. Et par coïncidence, on a vu qu'on sortait de même école, en fait. Lui, il était de UCLA, mais 5 ans avant. Et moi, je venais de sortir de UCLA en Sciences Po. Et lui, il a dit qu'il était allé à l'école de film. Et on se demandait, mais qui est ce mec? Il a peut-être un visage qui est un peu reconnaissant. Et petit à petit, moi, j'ai vu en premier que peut-être c'est lui. Et je lui ai posé la question, Are you Jim Morrison? Est-ce que vous êtes Jim Morrison? Et il dit, oui, comme ça, très doucement. Enfin, c'était un garçon très doux, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas vu que c'était Jim Morrison. D'abord parce qu'on attend vraiment une bête comme il était sur scène. De toute façon, on s'est mis à boire whisky et de la bière. Lui, il pouvait à peine rester debout, moi aussi, mais j'avais l'impression que c'était à moi de prendre soin sur lui. Je devais carrément lui porter sur mon épaule dehors avec ma caisse de basse, parce que j'étais bassiste. On a cherché un taxi et on est rentré chez lui. Les choses qu'on avait en commun ensemble, c'est d'abord qu'on était américains à Paris. On a ressenti non seulement la France et Paris, mais Saint-Germain-des-Prés, toute l'atmosphère, l'ambiance fantastique, créative d'être là pour se mettre au café avec cette ambiance presque intellectuelle où on peut trouver une sorte de solitude, où on peut penser aux choses créatives. Je l'ai ressenti complètement différent de mon image de lui avant. C'est-à-dire qu'il a voulu se transformer de musicien en poète, en fait. Pour moi, c'était quelqu'un qui était brûlé, complètement terminé en tant que musicien. Il ne pouvait plus chanter. Il était quelqu'un qui donnait l'impression d'être plus intellectuel qu'un musique de rock, qui faisait un tabac sur scène ou qui faisait scandale. J'ai su après, en apprenant ou en lisant sa poésie après, American Prayer, qui l'a influencé. Pour moi, il était très influencé techniquement dans la forme de Jack Kerouac. D'autre part, pas dans la forme immédiate, mais peut-être conceptuellement, de Rimbaud et Baudelaire. Une autre raison pour laquelle il est venu en France. Il a visité, comme n'importe quel touriste, tous les lieux parisiens, mais toujours liés quand même avec cette arrière-pensée culturelle et artistique, les bouquinistes le long des quais, par lequel on peut accéder à la librairie américaine et anglaise Shakespeare & Co, qui est le lieu de rencontre de tous les Américains en mal de pays et en mal de romans anglophones. Jim Morrison donc, habitait 17 rue Beautreilly, mais la propriétaire, entre deux tournages, revenait de temps en temps. Et à ce moment-là, ils étaient obligés de se loger
ailleurs et c'était l'occasion pour eux d'aller à l'hôtel des Beaux-Arts, hôtel que Morrison avait déjà fréquenté une année auparavant, qui est l'hôtel où Oscar Wilde est mort. Donc toujours une référence littéraire qui était pour Morrison l'essentiel dans sa recherche de retour aux sources à Paris. Paris était un point d'arrivée, mais un point de départ également, puisque les nombreux témoignages démontrent sa volonté d'écrire et de voyager. Et de Paris, il a pu faire quelques escapades. Il est parti de France, il a traversé l'Espagne pour aller au Maroc, à Tanger, où là c'était pour lui le lieu de recueillement des auteurs beat, de la Beat Generation. La plupart des voyages qu'il fait, ce sont des voyages littéraires en fait. Ce ne sont pas simplement des voyages touristiques, ce sont des voyages littéraires. Pour Paris, il est intéressé par tout le côté ancien, par la ville, parce que dans certaines de ses chansons, il y a le thème de la ville qui apparaît, et pour lui, la ville, ça doit avoir un centre, ça doit avoir des lieux symboliques, et ce qu'il critique dans Los Angeles, justement, c'est que ce sont des quartiers qui se répètent à l'infini sans centre. Il souhaitait baisser sa consommation d'alcool à Paris, il voulait vraiment changer d'image et changer de vie. Malheureusement, Paris, c'est également un lieu, contrairement aux États-Unis, où il y a de nombreux bars et où la culture de l'alcool n'est pas la même. Pamela avait également des problèmes d'héroïne, qu'elle cachait à Morrison, et c'était une cause de leurs nombreuses disputes, puisqu'il était contre cette drogue. Même s'il en a pris beaucoup dans sa vie, c'est l'une des seules qu'il ne défendait pas. À partir de ce moment-là, il s'est retrouvé souvent seul. Donc il allait voir quand même les amis qu'il connaissait à Paris, Agnès Varda, Alan René, mais ça ne suffisait pas tout à fait à combler sa solitude. Il manquait aucune occasion de pouvoir discuter avec des Américains qui parlaient sa langue, mais en même temps, la contrepartie, c'est que les Américains qu'il connaissait voyaient en lui la rockstar qu'il voulait oublier. Donc tout ce contexte un petit peu paradoxal l'a enfoncé dans une espèce de déprime qui l'a amené à reboire de façon un peu plus importante vers la fin de sa vie et les dernières semaines. C'était par une nuit de mai 71, début mai 71. J'étais dans ce club derrière qui à l'époque s'appelait le Rock'n'Roll Circus. J'étais avec des amis assis à une table et à un moment donné, j'ai vu une ombre surgir et sauter sur toutes les tables. Je n'ai pas reconnu qui c'était, je n'ai pas fait vraiment gaffe, mais c'était quelqu'un qui était vraiment bien bourré. Et 1 heure après ou 2 heures après environ, je suis parti pour rentrer chez moi. Et j'ai vu ce type à l'entrée qui donnait des coups de pied dans la porte, qui voulait rentrer et que les videurs avaient du mal à contenir. Et je l'ai regardé, je me suis retourné et je me suis dit, je connais cette tête.
Et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis rendu compte que c'était Jim Morrison. Je l'ai appelé, il est venu vers moi en disant « Yeah !» Et puis là, je me suis dit, qu'en faire? À l'époque, j'habitais chez mes parents, je me voyais mal ramener ce gars bourré. Donc je réfléchis et je me suis dit que le mieux, c'était que je l'amène chez Hervé Muller, qui est un ami et qui était rock critique à l'époque. Donc il n'avait pas le téléphone, je ne pouvais pas le prévenir. Donc j'ai pris Morrison sous mon épaule et on a cherché un taxi. Finalement, il y en a un qui s'est arrêté. Donc j'explique à Morrison que les gens dorment, qu'il est tard et tout. Et Hervé habitait à l'époque, je crois, au 5e ou au 6e sans ascenseur. Et Morrison me tapait dans le dos à chaque marche et me disait « they sleep ». Donc on a mis un peu de temps pour arriver en haut. Et je frappe et j'entends maugréer « c'est qui ?» et tout. Et je dis « c'est moi, je suis avec Morrison ». Et Hervé me dit « écoute, la porte est ouverte, rentre, pas la peine de raconter de conneries, si tu veux dormir, tu prends un sac de couchage et tu te couches ». Et finalement, Yvonne, son amie, vient nous ouvrir. Morrison rentre et s'étale de tout son long sur leur lit. Et finalement, ce sont eux qui ont dû dormir dans un sac de couchage. Le lendemain, Jim s'est réveillé, se demandait où il était. Hervé lui a raconté toute l'histoire que je leur avais racontée. Et il a décidé de les emmener prendre le petit déjeuner. Ils ont trouvé un bar qui s'appelait le bar Alexandre, avenue Georges V, bar qui n'existe plus maintenant. Et au petit déjeuner, il s'est commandé une bouteille de Chivas et c'était reparti pour un tour. Il était de nouveau bourré. Les traces que ça a laissé, tout ce travail, c'est, je crois, qu'il y avait une chose, je dirais, un petit peu mystérieuse qui s'est passée, dans le sens où il n'y a pas, on ne peut pas se dire, ça m'a fait ça, et puis maintenant je me lève le matin et je fais ci ou je fais ça, mais il y a une espèce de chose où on a été traversé profondément par une écriture qui va au-delà de simplement l'écriture, mais par une espèce de pensée. Et c'est vrai que moi, quand j'ai quelques conversations avec des gens un petit peu plus jeunes, je ne vais pas citer Morrison dans une conversation, mais il est vrai qu'il est vachement présent, où je sens, et je pense que je ne l'aurais pas éprouvé avant, c'est à nous de décider les choses. Enlevons les œillères, on a tous notre destin en main. Étant jeune musicien à Paris, dont mon père travaillait à l'ambassade américaine, j'avais des cheveux longs jusqu'aux épaules et pour moi, Morrison était la version, disons, connue et réussite dont je rêvais d'être. Son père étant amiral dans la marine américaine, stationné au Vietnam, et que ça dégoûtait Morrison, a fait une gouffre énorme entre lui et son père, et que moi j'ai ressenti parce que, à part le fait que j'aimais mon père, j'avais le même gouffre entre moi et un employé de corps diplomatique, disons. On était tous jeunes et contre la guerre au Vietnam, tous contre l'établissement. Et que Morrison représentait exactement une sorte d'idole musicale, politique, intellectuelle, etc. J'ai ressenti de plus en plus après sa mort, jusqu'à ce jour, l'importance qu'il avait sur moi. Et quand je suis allé à visiter pour la première fois l'année dernière son tombeau, j'ai ressenti presque
avec un magnétisme physique, sa présence, tellement je le trouve vivant et important, et pour moi il est toujours là, je ressens sa présence. Son influence m'a ramené à Los Angeles pour rentrer au milieu des années 90 à UCLA pour étudier le film. C'est-à-dire que j'ai retracé ce que lui, il a fait. C'est ça l'énorme influence qu'il avait sur moi 24 ans après que je l'ai rencontré. Il a certainement eu pas mal d'inspiration au départ, mais la solitude et les relations avec Pam se dégradant, on peut penser que dans ces périodes de déprime, il n'écrivait plus grand-chose. Donc c'est un petit peu un semi-échec, on va dire, pour Morrison, Paris. Et c'est peut-être aussi ce qui a engendré sa mort. Alors maintenant, on se trouve devant une porte en métal derrière moi, qui dans le temps était en bois et qui donnait sur une boîte de nuit qui s'appelait le Rock and Roll Circus. Où à l'époque que Jim Morrison vivait à Paris, était l'endroit où il fallait aller le soir, ou pour se faire montrer, ou pour trouver la drogue, ou pour écouter la musique, ou pour se défoncer en général, où allaient tous les musiciens, y compris les Rolling Stones et d'autres Britanniques qui visitaient Paris. Et Morrison fréquentait cette boîte de nuit, souvent dans la période de printemps 71. Et là, dans ce lieu tristement célèbre, Morrison est allé pour boire plusieurs scotch, ou presque une bouteille dans une nuit. Et il avait la réputation de s'y trouver pour acheter de la drogue. Et personnellement, j'ai pas eu l'impression que j'étais avec quelqu'un qui prenait ou même qui pensait à la drogue. D'abord parce que j'étais un musicien à l'époque, il aurait pu me demander où il aurait pu en procurer, et il n'en parlait même pas, et il n'en prenait pas. Il ne faisait que de boire. L'hypothèse qu'il est mort ici, par terre, dans le WC du Rock and Roll Circus, pour moi, n'est pas trop crédible. Il y en a d'autres qui disent que il est toujours vivant et qu'il se cache quelque part, qui est pour moi complètement ridicule. Alors, l'hypothèse qui est généralement acceptée est qu'il était chez lui après d'avoir vu un film au cinéma et qu'il est rentré
que peut-être par accident il a pris une substance qui traînait dans l'appartement, mais qu'il n'y a pas de preuve. À mon avis, c'est peut-être ce qui est le plus crédible, en fait, qu'il a tellement bu qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, et par hasard, il a trouvé quelque chose sur la table, et ce n'était pas ce qu'il pensait, et que c'était trop fort. Il était très malade, il ne pouvait presque plus chanter, il toussait beaucoup à cause des cigarettes, l'alcool, il avait des problèmes d'asthme, combinaison de médicaments, alcool, bon, c'était un mélange fatal. Pour moi, c'était la cause de sa mort. Alors, ce qui a été dit par Pamela et ce qui est écrit dans le procès-verbal, en fait, est pour moi l'histoire ou l'hypothèse le plus proche à la vérité. Vers 3h30, je crois, il n'y a pas de pendule dans la chambre. Je me suis pas inquiétée de l'heure, j'ai été réveillée par le bruit que faisait mon ami en respirant. Sa respiration était bruyante. Mon ami m'a dit qu'il se sentait bien, qu'il ne voulait pas voir de médecin. Puis il m'a dit qu'il voulait prendre un bain chaud. Je sais pas combien de temps j'ai pu dormir. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai couru à la salle de bain. J'ai vu que mon ami était encore dans la baignoire. Sa tête n'était pas dans l'eau, il semblait dormir. Sa tête était appuyée contre le rebord de la baignoire. Un peu de sang se trouvait sous les narines. J'ai secoué mon ami. J'ai cru pouvoir le réveiller. J'ai pas pu. Quand ils ont découvert donc le corps de Morrison, la première chose qu'ils ont faite, c'est effectivement de le sortir, si j'ai bien compris, de la baignoire, le nettoyer, l'essuyer. Donc déjà, on a des indices qui disparaissent fatalement puisqu'il n'est plus sur la scène du crime, on va dire. On aurait dû faire les premières constatations sans bouger le corps, sans toucher à rien, pour constater l'état de la baignoire, puisqu'il a vomi du sang, et on aurait peut-être trouvé quand même des indices qui auraient permis d'orienter le diagnostic de la mort. Parce que là, on a conclu à une mort par arrêt cardiaque, on meurt tous d'arrêt cardiaque, hein, et de mort naturelle. Alors, on aurait dû se poser la question de savoir pourquoi un individu jeune comme Jim Morrison peut brutalement décompenser, faire ce qu'on appelle une hématémèse, c'est-à-dire vomir du sang. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. La grande question qu'on se pose, comment est-il réellement mort ? Bon, il faut savoir que c'était un alcoolique. Donc déjà, le foie n'est pas forcément en très bon état. Première chose. Deuxième chose, il est asthmatique. On n'a pas regardé non plus s'il y avait des traces de piqûres. On n'a pas recherché de toxiques ni dans l'urine, ni dans le sang, ni dans les viscères de Morrison. On n'a pas recherché, je vous l'ai dit, la noyade, donc on n'a pas fait d'anatomopathologie. Enfin bref, on a délivré un certificat de décès sur une mort un peu suspecte. En tout état de cause, un homme de 28 ans, même asthmatique, ne meurt pas d'une mort naturelle et d'un arrêt cardiaque brutalement. En tout cas, on doit se poser des questions. Alors maintenant, ce serait fait et on ferait systématiquement l'autopsie du corps avant de donner le permis d'inhumer. On peut se poser la question pourquoi Morrison est un mythe, c'est qu'il est mort jeune. Il reste jeune, et il restera toujours jeune, quelle que soit la situation, donc il aura toujours la même image.
D'autre part, pour qu'il y ait mythe, il faut que le personnage reste ambigu. Il faut qu'il y ait du mystère autour du personnage. Il y a des choses qu'on ne sache pas. Et celui, comme chez les Grecs, celui qui devient un mythe, qui devient en fait un héros, c'est celui qui meurt pour sauver la cité grecque. Donc il y a un côté sacrifice dans la constitution du mythe. Après tout, peut-être la vérité restera toujours derrière cette porte.